Le jour où j'ai réappris à marcher. Merci Henri d'être avec nous. Vous avez présenté le 20h, je disais, mais surtout, vous revenez, comme disait Léon Zitrone, du diable Vauvert. Ah oui, de très loin, de très très loin. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il m'est arrivé une mésaventure. Un jour, je me suis cassé la figure à vélo. J'avais tout faux, j'avais pas de casque, j'ai pas respecté un stop. Bon, ça se fait pas, ça. Bon, je suis tombé, je suis allé à l'hosto. Et puis, petit à petit, je m'en suis remis. Et puis après, d'un seul coup, catastrophe. Trou noir, plus rien. Et on m'a envoyé à l'hôpital tout de suite, d'urgence. Et on m'a dit, vous avez une neuropathie. Et voilà. Et moi, je sais pas ce qu'était une neuropathie. Je connaissais pas l'hôpital. J'avais 7 ans quand j'y suis allé, 7 ans et demi, pour me faire opérer de l'appendicite. Mais enfin, voilà, ça s'arrêtait là. Et puis après, ça a été le marathon dans les hôpitaux. On m'a traité pour une maladie de Guillain-Barré. Je savais pas ce qu'était une maladie de Guillain-Barré non plus. Alors c'était paralysant, je le sentais. Ça se paralysait de plus en plus. J'étais sur un lit médicalisé. On m'a envoyé à Berck avec les accidentés de la vie pour me refaire un peu une santé. C'était compliqué. Les gens étaient vraiment très bienveillants à mon égard. Tout était bon. Et puis après, on m'a dit, ils ont été sympas à Amiens. Ils m'ont dit non, allez, ils ont fait preuve d'humilité. On trouve pas, on va vous envoyer à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Et là, on m'a trouvé une maladie qui s'appelle la polyradiculonévrite chronique. Alors là, c'est du rail, parce que pour polyradiculonévrite, moi je veux bien, mais chronique, c'est plus dur. Ça veut dire qu'elle revient à tout moment. Et on se sent bien. Par exemple, aujourd'hui, je me sens à peu près bien. Un peu lourd dans les jambes, mais ça peut revenir demain ou après-demain, quoi. Alors, il y a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est arrivé quand ? C'est arrivé fin 2020. Fin 2020. Et quand vous dites trou noir, c'est-à-dire que vous pouvez pas marcher à ce moment-là, vous pouvez pas parler, vous pouvez pas... Si, parler, j'ai toujours pu parler, j'ai toujours été maître de tout ce que je disais, de mes discours et de la tête. Ça, j'ai de la chance, parce qu'il y en a qui sont touchés à tous les niveaux. Non, mais petit à petit, j'ai senti que je pouvais plus marcher, ça s'est dégradé. Et puis, alors on me faisait de l'immunoglobuline, c'est-à-dire qu'on m'injectait des tas de produits. Après, là maintenant, on me fait des plasmaphérèses, c'est-à-dire que je suis à l'hôpital pendant 3 ou 4 heures allongé comme ça, le sang sort par le bras droit, il rentre par le bras gauche, puis au milieu, on m'enlève tout mon plasma. Parce que dans le plasma, j'ai des petites bestioles, des anticorps. Voilà, je retrouve, je devrais le savoir. Les anticorps qui, au lieu de m'aider, se rejettent contre moi. C'est le problème des maladies auto-immunes. Quelle est la part du moral dans le fait que vous alliez mieux aujourd'hui ? Mais il est capital. Si vous perdez le moral tout de suite, c'est râpé. Moi, au départ, je me suis dit, en télé, on se regarde toujours dans la glace, on se recoiffe, on voit si on est maquillé, si on est bien, on se sent bien et tout. Non, là, je me suis regardé dans la glace, j'étais verdâtre et j'avais perdu 14 kilos. Alors là, si on n'a pas le moral, je peux vous dire, c'est cuit. On est au cimetière directement. Donc, je me suis mis à fantasmer, je me suis mis à repenser à tous les moments sympas de ma vie. Mon premier 20h, le jour de mon anniversaire avec Alain Delon, des directs plutôt sympas sur le mur de Berlin, des directs aux États-Unis, des directs sur le Tour de France, enfin des tas de choses comme ça. Mais je me suis dit, attends, t'as fait des trucs qui sont sympas. T'as foiré aussi certaines autres choses, ça m'est arrivé comme tout le monde, mais il y a encore devant la possibilité de faire des trucs. Et de faire le tour du monde, de faire des tas de choses comme ça. Et dans ce livre, il y a ces rencontres parfois et ces témoignages. Et que dire aussi de ma rencontre avec l'idole de ma jeunesse, Johnny Hallyday. C'était complètement inimaginable d'être en sa présence sur le plateau du 20h. Quand j'étais stagiaire à mes débuts et que je suis arrivé à Paris, j'essayais d'aller dans toutes ces émissions auxquelles l'idole des jeunes participait, sur Europe 1 notamment. Europe Midi, je venais dans tous les Europe Midi pour croiser Johnny quand il était là. Et il me dédicaçait toujours le truc. Et pourquoi j'allais sur Europe, je vais vous le dire, c'est une anecdote. À 5 ans, mon instituteur me dit, qu'est-ce qui vous a frappé cette année, Henri ? Je dis, c'est la création d'Europe numéro 1. Il me dit, pas possible. Alors, ils avaient tous cité des trucs improbables. Moi, je dis création d'Europe 1, mais il me dit, pourquoi ? Je dis, je veux être journaliste parce que je veux commenter le Tour de France sur une moto. Et j'ai fini par le commenter. Vous l'avez commenté, le Tour de France ? Pas sur une moto, d'ailleurs. Pas sur une moto, ouais. C'était André Arnaud qui était à cette heure-là, il y a 25 ans, 30 ans, et qui faisait Europe Midi, et qui parlait d'une page en couleur lorsque il lançait la publicité. C'est vrai que vous êtes un journaliste, je disais, vous avez un peu toiletté un moment le 20h, qui était un peu compassé, et lorsque vous êtes arrivé, parce que ça marchait très bien à Caen, en Normandie, où vous faisiez un 19-20 qui était très moderne, là aussi, moderne pourquoi ? Parce qu'il était dans une salle de rédaction, moderne parce que vous n'étiez pas en costume cravate. Le président de la 3 m'avait envoyé aux États-Unis pour piquer toutes les idées que je pouvais piquer. Alors je suis allé voir Walter Cronkite, qui était le grand monsieur à cette époque-là. Je suis allé dans toutes les newsrooms et je suis revenu avec le standard de newsroom. Et j'ai fait faire une newsroom à Caen. Après, j'ai fait faire une newsroom à Paris quand j'ai créé le 19-20. Et puis après, sur le 20h, je pouvais pas faire une newsroom. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je me suis mis à marcher. J'arrivais en marchant. Je disais un mot, 2 mots,
qui donnait le ton du journal, je lançais le générique et j'allais m'asseoir. Alors ça a révolutionné un petit peu. Et maintenant, je m'aperçois que beaucoup le font. Alors qu'à cette époque-là, tout le monde me regardait de travers. Hein. On parle beaucoup de liberté d'expression. Vous présentez le 20h entre 87, 88, 89, puisqu'il y a cette fameuse interview que vous faites avec François Mitterrand où il vient sur votre plateau pour annoncer sa réélection. Est-ce que à cette époque-là, vous diriez qu'à Antenne 2, c'était encore Antenne 2 ouais. Bon, est-ce que il y a des pressions? Est-ce que le pouvoir politique est présent? Ou est-ce qu'il y a une liberté qui s'est mise en place? À mon niveau, il n'y avait pas de pression. Mais j'étais rédacteur en chef avec un autre rédacteur en chef. Alors, il y avait peut-être des pressions, il y avait des coups de fil, qu'il y ait des coups de fil. Mais moi, je me rappelle beaucoup d'interviews avec François Mitterrand. Moi, c'était la période de François Mitterrand. Et des fois, je dis, je vais aller le voir la veille pour savoir, on fait une longue interview, il faut que ça soit chouette, quoi, machin. Alors, je dis, Monsieur le Président, on pourrait peut-être... Non, il dit, posez-moi de bonnes questions, vous aurez de bonnes réponses. Bref. Alors là, c'est quand même un peu du rail, hein. Mais non, moi, j'ai pas été l'objet de pression, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, parce que mon journal n'était pas engagé du tout, quoi. Donc, je faisais de la télévision de service public et je suis au service de tout le monde. Non, c'est vrai que dans votre personnalité, il y avait d'abord une proximité avec les Français que n'avaient pas forcément, ou en tout cas pas de la même manière, les autres présentateurs. PPDA, qui était une star à l'époque, développait un autre rapport avec le public, Christine Ockrent également, et vous, il y avait une forme de neutralité, je dirais, que les gens devaient percevoir, et peut-être aussi une proximité plus grande que les deux personnes que j'ai citées. Moi, je leur donnais des éléments pour qu'ils puissent juger l'information. C'est à eux de se faire une idée. Mais il faut leur donner tous les éléments. Ça a toujours été où, qui, quand, quoi, comment. C'est ce qu'on m'a appris à l'école de journalisme. C'est tout bête, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Les 5 W, c'est la première, le premier cours. Où, quand, qui, pourquoi, comment. Les 5 W. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, ce métier, vous le regardez de l'extérieur, il a changé forcément. Moi-même, je fais souvent le matin, je peux pas conseiller à un jeune journaliste de faire ce que je fais parce que c'est incarné, c'est engagé, c'est parfois de parti pris. Donc, c'est affirmé. Oui, mais un jeune journaliste. Alors, ça veut pas dire militant, hein, de parti pris. Hein, ça veut dire que parfois on peut se retrouver d'un camp et puis parfois d'un autre camp, mais c'est une façon de donner son avis. C'est vrai que le métier a un peu changé. On voit bien C8 qui va arrêter. On a le sentiment quand même que certains sujets, on ne peut pas les aborder, on ne peut plus les aborder. Le Covid, par exemple, c'était un sujet intéressant. Il y avait une sorte de pensée commune. Le climat, il y a une pensée commune. Il y a comme ça certains sujets qui sont extrêmement difficiles à traiter. Quel regard vous portez sur le journalisme d'aujourd'hui? Les pensées communes, moi, honnêtement, je m'en fous un peu, parce que je vois très bien quelles sont les pensées communes. Je vois très bien quelles sont les attributions de chacun, même politiquement parlant, on sent toujours telle ou telle chose. Moi, j'allais puiser toute ma réflexion à la campagne. Et moi, je rentrais tous les week-ends à la campagne, sauf quand je faisais le journal le week-end, ce qui m'est pas arrivé souvent. Et j'entendais un autre son de cloche. J'entendais autre chose. Les gens ne me parlaient pas de la même chose à la campagne qu'à Paris. À Paris, on accorde de l'importance à une petite phrase. Attendez, une petite phrase, c'est quoi une petite phrase? Dès qu'on sait bien écrire, on fait une petite phrase. Mais moi, je les vois plus, les petites phrases, je les regarde plus. Quand on les met derrière le petit écran, elles sont toutes faites, elles sont... Non, moi, la vie, c'est pas ça. La vie, elle est plus sereine qu'on ne le pense. Il y a plein de gens qui sont contents de leur boulot et qui aiment leur patron. Voilà. Il y a plein de gens qui aiment leurs élus. Il y a plein de gens qui disent, mais non, mais il y a plein de gens qui disent aussi, moi j'ai un patron qui est bien, j'ai un député qui fait son boulot. Il n'y a pas que des trains de misère en France. Je suis d'accord avec vous, mais on parle toujours que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors Henri Sagnier est avec nous. Le jour où j'ai appris à marcher, c'est le parcours d'un battant face à une maladie orpheline. Vous êtes resté combien de temps immobilisé? Environ 3 à 4 ans. Oui. C'est incroyable, immobilisé complètement. C'est-à-dire, j'étais un légume, hein. J'étais sur un lit médicalisé que j'avais réinstallé chez moi dans la salle à manger. Vous voyez, c'est pas quand même terrible. Mais vous étiez dans quel état? Vous étiez insupportable pour votre épouse? Mais c'était difficilement supportable pour la famille. Mais vous étiez vous-même plutôt un malade. Il y a des bons et des mauvais malades. J'étais un mauvais malade. Comme tous les malades, on est insupportable. Moi, ma femme a failli faire une déprime parce que c'est elle qui était aidante, c'est elle qui faisait tout le boulot à la maison.
Hein, et moi, je m'en rendais pas compte. Et elle a écrit un petit truc dans mon bouquin, là, bravo. Et là, je lui dis respect, parce que si je l'avais pas eu, je pense que là, j'étais vraiment dans le mur, comme on le disait. Et c'est quoi l'avenir aujourd'hui pour cette maladie? Vous disiez tout à l'heure, ça peut revenir d'un moment à l'autre, demain, par exemple? Ah oui, ça peut revenir, mais j'y pense pas. Non, je n'y pense pas. Je marche le long de la plage, je cours, non, je gambade, je refais un peu de vélo. J'ai essayé de faire du ski, là, ça n'a pas marché, parce que j'étais quand même pas trop sur mes... Faites attention à vous quand même. Mais l'avenir, c'est de revivre. Ouais, je refais du VTT un petit peu, sans faire de folie, je fais pas de course. Mais non, l'avenir, c'est de vivre, hein, c'est de pas baisser les bras, c'est d'être un battant, c'est d'être positif. Voilà, moi, je me dis ça tous les jours, et je le dis à tous ceux qui m'écrivent. Et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. Je leur dis, soyez positifs. Moi, j'en vois plein dans les hôpitaux. On me dit, allez les voir, dites-leur quelque chose. Mais je leur dis, mais regardez, moi, il y a 3 mois, je ne marchais pas, je sais pas ce qu'était. J'avais une béquille et tout. Maintenant, regardez, je cours, je marche, je mange, je revis, je vais au cinéma, je vais au théâtre. Ils en viennent. Mais ça donne du peps à tous ces gens-là. Voilà, mon livre, il est fait pour ça. Je suis éternellement optimiste. On va dire, oui, il est trop optimiste, ce mec. Mais non, moi, je suis comme ça dans la vie, et j'aimerais que des tas de gens soient comme moi. Avant 2020, par exemple, vous considériez que la vie avait toujours été douce pour vous? Oui, tout à fait. Douce et parfois difficile. Moi, c'était un martyr d'attendre l'audimat tous les matins. Hein. Je disais, oh là, on n'a pas été bon, là, on a été bon. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ah, à telle minute, parce qu'on poussait, à telle minute, on s'est gouré. Ce reportage-là, il fallait pas le passer. Bon, alors on se remettait en question, et le lendemain, l'audimat était meilleur. Bref, on était heureux. Et on rebondissait. Ouais, on avait des trucs comme ça, et puis la chaleur du public, le courrier. Quand on reçoit plus de courrier et qu'il n'y a pas de mail, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il n'y a pas d'adhésion du public. Non, mais c'est évident. C'est évident. On a beau dire, moi, je suis le meilleur, se taper sur le ventre, dire, j'ai fait la meilleure émission, c'est fabuleux. S'il n'y a pas de téléspectateurs ou d'auditeurs, ça vaut quoi? Ça vaut que dalle. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est les photos qui sont... C'est toujours d'ailleurs passionnant. Quand on achète un livre, on aime bien voir le cahier photo. Alors, on voit effectivement que vous étiez avec tout le sport, parce qu'après vous avez fait tout le sport, au RTF Picardie avec Jean-Pierre Pernaut et alors Éric Piolle. Éric Piolet. Voilà. C'est pas Éric Piolle. Voilà, c'est Piolet. Voilà. C'est un copain que je salue d'ailleurs. Exactement, mais c'est pour ça ce nom m'a amusé. Puis on vous voit avec votre père. Je ne sais pas ce qu'il faisait d'ailleurs, votre père. Papa était représentant de commerce, et puis il travaillait sur les Champs-Élysées. C'est là qu'il a rencontré ma mère, à la banque. Et puis il est parti à la campagne. Et il m'a emmené, moi je suis né à Puteaux, et il m'a emmené à la campagne, j'avais 1 an et demi. Et alors on vous voit, plutôt beau garçon, petite terre en Guadeloupe, on vous voit également au large de Sainte-Rose, faisant du sport sur un jet ski, souvenir également au sommet de l'Alpe d'Huez, et puis on vous voit en famille, cette belle famille qui a été autour de vous et qui a été décisive évidemment dans votre rétablissement. Ah ben sans la famille, je serais sans doute pas là. Moi j'ai la chance d'avoir une femme qui m'a toujours soutenu, qui faisait un peu la gueule, on s'engueule, c'est comme dans tous les ménages, mais là, ça a resserré un petit peu les liens. J'ai mes petits-enfants. J'ai eu des petits-enfants, j'avais plus de 70 ans, moi, vous vous rendez compte? Et mes petits-enfants, ils ont 2, 4, 5, 6 ans. Et ils étaient autour de moi, et j'étais le papy qui ne savait pas marcher, parce qu'ils ne m'avaient jamais vu marcher. Et du jour au lendemain, quand ils m'ont vu marcher, ils m'ont applaudi. Alors là, j'ai craqué. Oui. C'était le plus beau jour de ma vie. Écoutez, merci beaucoup, Henri Sagnier. Vous avez des amis dans le métier? Oui, beaucoup. Oui. Ouais, parce que moi, tout ce qu'on dit sur l'audiovisuel et tout, moi, j'ai que des copains. Et des ennemis? Des ennemis, peut-être. Non, mais je crois pas. Non, pas trop, parce que moi, j'ai embauché beaucoup de gens qui sont au plus haut niveau maintenant. Ah oui. Donc ils m'en veulent pas. Ah bah oui. Ce sont des gens. Ils m'en veulent pas, ils m'aimaient bien, et moi je les ai embauchés parce que je les aimais bien. Par exemple, ça c'est le rôle que nous on a avec la jeune génération. Par exemple, le jeune homme que vous avez en face de vous, Olivier Guénec. Bon, on l'a connu au Standard. Et puis, dans quelques années, on sera dans une maison, peut-être pas de retraite, mais dans une maison en retraite. Et puis, on l'écoutera, on le regardera, on dira... Quel chemin il a parcouru. Et c'est formidable parce que je suis tellement content et tellement fier de ce qu'il est devenu. Et ces gens-là, ils sont super sympas. Moi, ils m'appellent. Et grâce à eux, j'ai tenu. Donc, il est 12h50. Henri Sagnier était avec nous. On l'embrasse. On le remercie. À tout de suite pour le grand débrief. Restez encore, Henri, avec nous. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. À tout de suite.